Gabriel Colettis, professeur d'économie à l'Université de Toulouse, Toulouse 1, Capitole, et président de l'association Manifeste pour l'Industrie. Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État. Laurent Colas, Planchaeno, Pascal Torquetil, Groupe Muller, Thomas Huriez, 1083, Guillaume Gibaud, le slip français. Alors, première question, tout d'abord pour les dirigeants d'entreprise. Où en est l'emploi chez vous, dans vos entreprises, ces dernières années ? Bonjour à tous. Donc nous, en un mot, le slip français, cette année, on est 120 personnes en emploi direct chez nous à Paris, au siège, et dans nos 22 boutiques un peu partout en France. On travaille avec 27 ateliers partenaires un peu partout en France qui font travailler en équivalent temps plein. Si on leur demande chacun, vous, dans votre usine, combien de personnes travaillent pour fabriquer nos produits tout au long de l'année, ça fait à peu près 220 emplois, donc 120 plus 220. C'est 440. Exactement, ça fait même 340 si je compte merde. bien, mais on y est presque bientôt. Voilà, emploi direct chez nous pour fabriquer 1,3 million de produits cette année entièrement fabriqués en France. Bravo. Pascal Torquetil. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Pascal Torquetil, je dirige le groupe Muller, qui est une ETI qui fabrique des équipements thermiques, également de ventilation. Et nous sommes une ETI française avec 6 sites de production en France, avec un peu plus de 1000 personnes. Donc en termes d'emploi, évidemment, nous protégeons l'emploi dans chacune des régions dans lesquelles nous sommes. Nous sommes dans 3 grandes régions représentées en France. Et nous avons une particularité, c'est que 100% de tous nos équipements de chauffage, de ventilation, sont fabriqués en France. 100%. Aujourd'hui, on a des recrutements d'une façon importante, plutôt dans la tech, dans l'innovation, puisque les équipements aujourd'hui deviennent connectés, intelligents, environnementaux. On recrute maintenant des profils nouveaux, très technologiques, comme des spécialistes en data scientists, des thermodynamiciens pour tout ce qui est écologie, environnement. Donc on voit également que les profils qui nous rejoignent aujourd'hui sont extrêmement concernés par l'écologie, l'environnement et puis les objets connectés. On aura l'occasion d'en reparler. En un mot, l'emploi dans votre entreprise sur ces dernières années va bien ? Vous êtes en phase de recrutement ? On est en phase de recrutement, mais on est surtout en phase de transformation. C'est-à-dire que nos métiers, traditionnellement, fabriquaient des équipements pour le monde du bâtiment, avec les transitions digitales, environnementales, écologiques. Le profil de nos équipes change, donc on fait beaucoup de centres de formation en interne pour les transformer et leur donner des nouveaux métiers au sein même de l'entreprise. On aura l'occasion de parler de la formation. Thomas Huriez, chez 1083, ça va bien l'emploi ? Ça commence à aller pas mal. Nous étions 2 il y a 6 ans quand on a créé 1083. Donc nous, on fabrique des jeans et des baskets made in France. 6 ans plus tard, nous avons créé 150 emplois, dont 70 emplois directs. Quelques-uns, 7 ou 8 emplois dans nos magasins, parce qu'on a 5 magasins en propre. Une vingtaine d'emplois dans notre siège à Romans, avec notamment 5 couturières. Et après, un peu plus de 40 emplois dans les Vosges, puisqu'on est devenu aussi, depuis l'an dernier, filateur et tisseur. Donc on passe vraiment du coq à l'âne avec des emplois très industriels, de l'amont de la filière jusqu'au B2C, jusqu'au client final avec le e-commerce et les magasins. Merci. Laurent Colas, chez nous, comment se porte l'emploi ? Ça se passe très bien, ça se développe bien. Donc nous avons une usine où on est fabricant de planchas et d'instruments de cuisson pour le nautisme, pour les bateaux à voile. L'emploi se développe bien. On a une filiale également au Canada, aux États-Unis, mais pour ce qui est de l'emploi en France, on a notre navire amiral qui est à Niort, dans les Deux-Sèvres. On est à peu près une petite centaine, voilà. Et c'est vrai que notre emploi se développe beaucoup sur l'emploi manufacturier, bien entendu, mais de plus en plus sur des emplois plus technologiques, plus automatiques. On introduit des robots maintenant dans nos usines, donc on est en plein déploiement de ce changement de culture très très important pour nous industriels, mais pour nous les Français au sens large, voilà. Et voilà l'évolution un petit peu de notre entreprise pour le moment. Gabriel Colettis, on a entendu 4 entreprises qui vont bien, et c'est tant mieux, on s'en réjouit. Quelle est la situation plus générale en France aujourd'hui sur l'emploi ? Alors au niveau macroéconomique, les choses sont malheureusement pas aussi favorables. Je comprends très bien que les entreprises... N'hésitez pas à coller votre micro. Voilà, je comprends très bien que les entreprises qui sont présentes ici créent des emplois, mais au niveau macroéconomique, la situation est, on va dire, plus difficile, mais ce n'est pas récent. C'est quelque chose qui est très ancien. Je vais peut-être donner quelques éléments de repérage. Le premier élément de repérage, c'est qu'en France, à peu près le tiers, un peu plus du tiers des produits que les ménages consomment sont produits en France. Ce qui veut dire que les 2 tiers des produits manufacturés que nous consommons sont en fait importés. Et donc on a un véritable souci de compétitivité, mais qui est souvent appréhendé uniquement à travers le prisme des exportations,
alors que le vrai problème, de mon point de vue, se situe dans la dépendance qui est devenue trop forte de la consommation aux importations. On aura l'occasion de développer ce point. Madame la ministre, peut-être quelle est votre vision, vous, sur l'emploi aujourd'hui, votre constat? Alors, deux choses. On a effectivement perdu entre 2000 et 2016 1 million d'emplois dans l'industrie. Donc ça, on le voit et on a perdu avec ces emplois des savoir-faire. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en 2017, en 2018 et là en 2019, on vient d'avoir des chiffres de l'INSEE, on crée 23 000 emplois. Ça veut dire qu'on est repassé dans le vert et avec des phénomènes intéressants de relocalisation. Ça ne veut pas dire que la bataille est gagnée. Non. Mais en tout état de cause, ce qui se passe avec l'industrie du futur, l'usine du futur, ces nouvelles technologies, et aussi avec une génération d'entrepreneurs qui relèvent le défi du fabriqué en France, on a une capacité à redévelopper l'industrie française. Parce que souvent, on considère que lorsqu'on perd un savoir-faire en France, il est quasiment impossible de le relocaliser. Là, on voit qu'il y a de la relocalisation. Mais en tout cas, pour relancer des savoir-faire perdus, ça va prendre encore du temps. Alors ça, mes voisins connaissent mieux le sujet, on en a parlé ensemble. Si vous prenez par exemple tout ce qui est filière de l'habillement et qu'on remonte sur les filatures, donc sur tous les savoirs anciens, il y a effectivement quelques savoirs qu'on a pu récupérer et sur lesquels certains investissent, et je pense que c'est très bien. Il y en a certains qui sont perdus, mais ce n'est pas totalement irréversible. En revanche, on a une vraie question de compétences. C'est-à-dire que les millions d'emplois perdus, c'est aussi des compétences, donc des gens qui n'ont pas transféré leurs compétences. Et on le voit sur des métiers très industriels comme la soudure, comme la chaudronnerie. On doit tout reconstruire finalement, à la fois les formateurs et les formés. En revanche, et c'est un peu le message à ceux qui réfléchissent à des reconversions ou qui sont jeunes, l'industrie recrute, on a des positions partout en France, on a une explosion de l'apprentissage. On a une explosion de l'offre d'apprentissage et pas seulement du nombre d'apprentis. Et c'est autant de raisons de penser qu'on est capable de reconstruire des choses à condition d'être organisé et de le faire collectivement. Très bien. Monsieur Collettis, vous parliez justement de notre dépendance face aux importations. C'est quoi l'état aujourd'hui de la balance commerciale ? Alors, la balance commerciale française, surtout dans les produits manufacturés, comme vous le savez, est extrêmement déficitaire. Et elle est déficitaire parce que dans un certain nombre d'activités, eh bien, la production a considérablement reculé. Dans le textile, dans l'habillement, vous l'avez dit, mais dans l'automobile aussi, on produisait il y a une dizaine d'années à peu près 4 millions de véhicules sur le territoire français. On en produit 2 millions aujourd'hui. Comme la consommation de véhicules n'a pas baissé, eh bien évidemment, ça signifie qu'une part importante des consommations françaises sont malheureusement satisfaites par des importations. Donc évidemment, il faut d'urgence redresser la barre et on va en parler dans quelques instants. Je pense que la solution ne passe pas du tout par l'abaissement des coûts du travail. Elle passe surtout, comme vous l'avez dit, sur la question des compétences et transmission des savoirs. Très bien. Laurent Colas, justement sur l'industrie en France et puis sur ces importations, vous continuez à produire en France et de plus en plus. Ça, c'est important de le maintenir pour vous. Ouais, c'est un engagement dès le départ. On a repris cette entreprise il y a 15 ans et c'est vrai que c'est posé pour nous la question tout de suite de savoir comment préserver cet emploi, comment le développer, mais le préserver d'abord. Et on a vécu une crise assez difficile qui nous a fait beaucoup réfléchir autour de ces questions-là. Moi, je crois que le problème de l'emploi en France, l'emploi industriel en France, c'est d'abord un problème de culture. Moi, je suis issu d'une famille d'industriels, donc je connais bien la culture industrielle. Et donc, il faut qu'on arrive à redonner goût, redonner vie à la culture industrielle en France. Et ça passe, bien entendu, par plus d'emplois dans l'industrie. C'est un problème, effectivement, aussi de formation. Moi, j'ai fait une école d'ingénieur, mais on s'aperçoit que l'immense majorité de mes camarades de promotion et de la plupart des écoles d'ingénieurs, les gens ne travaillent plus dans l'industrie parce que c'est pas très glamour, ce n'était pas très glamour, ça va le devenir avec tout ce que nous faisons et ce salon qui est magnifique. Voilà. Donc, l'apprentissage aussi, bien entendu, beaucoup de difficultés de trouver à l'échelon intermédiaire, à l'échelon de ce qu'on appelle les techniciens dans les usines sont très importants. On ne peut pas faire d'usine sans des techniciens, il faut des ouvriers, c'est sûr, mais il faut surtout des techniciens. On est en grande pauvreté en France de présence de techniciens. Et puis je crois que c'est un problème d'image. L'usine en France souffre d'une image difficile, probablement
à la suite de ce million d'emplois perdus. Donc c'est quoi l'usine dans l'esprit des gens? L'usine, c'est l'endroit où il y a le plan social, donc ça fait peur. Et donc il faut qu'on arrive à inverser ce problème d'image. Nous, par exemple, dans notre usine, on a décidé d'ouvrir en grand les portes. On a mis en place un Fab Lab, qui est une idée un peu d'origine américaine, qui consiste à dire on se retrouve un peu en mode associatif autour de l'usine. J'ouvre l'usine à tous les adhérents de l'association du Fab Lab en disant voilà, on est un lieu ouvert. Bienvenue, venez visiter nos usines. C'est une usine du 19e siècle que nous avons, donc elle n'est pas très jolie, mais on s'aperçoit que la population de notre ville s'intéresse beaucoup à la présence de cette usine. Et quand on a ouvert en grand les portes pour les 100 ans, les gens se sont massés pour venir visiter l'usine. Et du coup, maintenant, j'ai ouvert l'usine en grand pour donner une image très positive, le plus positive possible de l'usine. Très bien. On en parle justement, c'est ça, c'est l'emploi aujourd'hui, il faut qu'il soit de plus en plus qualifié chez vous. Au groupe Muller, vous avez au centre de R&D, vous le disiez tout à l'heure, c'était important aussi d'avoir des ingénieurs parce que l'industrie ne peut pas rester dans son jus, il faut qu'elle se modernise, il faut qu'elle innove, c'est les pistes que vous explorez. Je crois que notre rôle aujourd'hui, c'est de donner confiance. Parler d'être glamour ou pas glamour, est-ce qu'on est attractif ou pas dans l'industrie? Nous, on a créé des Creative Labs. Ça se rapproche un petit peu, avec la volonté d'ouvrir nos entreprises à des startups, à d'autres entreprises de notre taille, à des grands groupes, que ce soit français ou international. Commercial, je crois que nous, on a à notre petit niveau, elle est positive pour nous, puisque on recrute beaucoup, mais surtout des profils internationaux et on exporte, c'est-à-dire on produit 100% en France et on exporte à l'international. Pourquoi ? Parce que l'innovation est également attractive. Le design à la française, ça compte également. Et la technologie. Alors la technologie aujourd'hui, si elle n'est pas glamour, elle aussi connectée, ouverte vers les solutions qui apportent quelque chose de positif aux consommateurs, on est moins attractif. Donc des investissements très importants sur la tech, sur l'ouverture vers les autres avec des Creative Labs, vers une usine également plus moderne, plus agréable. On est dans l'usine 4.0 aujourd'hui, beaucoup d'investissements. Et la formation. Des formations très importantes, des tutoriels, et puis des outils très modernes. On rentre dans le digital et le numérique. On fait des applications maintenant extrêmement intéressantes. On a reçu des awards au CES de Las Vegas, sur ce qui est produit numérique, digital, pour piloter la maison d'une façon intelligente. C'est attirant, c'est la marque employeur. Je crois que c'est à nous également, leaders industriels, de promouvoir la filière industrielle d'une façon positive avec des outils qui sont très attractifs. Et être attractif, c'est aussi l'image qu'on renvoie, le goût du travail et puis travailler dans une bonne ergonomie. Thomas, vous avez fait chez 1083 beaucoup d'engagements symboliques, à commencer par repeindre les machines à coudre en rouge. En tout cas, vous avez créé une identité, un confort de travail, parce qu'il faut aussi attirer la main-d'œuvre. Oui, c'est ça. Je pense que l'attractivité de nos métiers industriels, c'est aussi de notre responsabilité. C'est-à-dire que quand on visite des ateliers textiles, c'est pas rare de rentrer dans un beau bureau. Et puis après, on franchit la porte de l'atelier. Puis là, on se prend 30 ans dans les dents avec une usine qui n'est pas peinte depuis 30 ans, avec des chaises en bois, enfin, l'alu. Et donc, du coup, pour éviter ça, nous, on s'est dit, c'est pas possible. Comment peut-on attirer des gens en 2019 avec des conditions de 1970, quoi. Alors heureusement c'est pas partout comme ça, mais du coup on s'est dit il faut vraiment qu'on assume d'être en 2019. L'industrie c'est cool, c'est des années d'apprentissage, et après tout ce qu'ont fait les cuisiniers il y a 15 ans quand on était cuisinier, moi mes potes, j'ai 38 ans, mes potes qui étaient cuisiniers quand j'étais à l'école, en fait c'est ceux qui étaient mauvais en maths, c'était vraiment un parcours de non-choix, et les cuisiniers ils ont réussi à marketer leur métier. Pourtant, c'est un métier laborieux comme nous, avec des horaires pas pratiques comme nous, etc. Ils ont plein d'inconvénients a priori, mais ils ont su montrer la valeur de leur savoir-faire en remettant la cuisine au centre des restaurants, en ouvrant la cuisine aux visiteurs, en partageant leur savoir-faire. Et du coup, c'est exactement l'exemple pour nous à suivre. Et donc, parmi... alors nous, on a créé l'école du jean pour former des couturières. On a toute une démarche de tourisme industriel, c'est-à-dire que la nouvelle usine qu'on va monter à Romans, qui est dans les anciens locaux de l'usine Charles Jourdan, les chaussures, en fait, elle est construite pour accueillir un flux de production et un flux de touristes en même temps. Et grâce à ça, on espère vraiment continuer de donner de la valeur à nos métiers industriels, manuels. Et en fait, le meilleur témoin de tout ça, c'est le nombre de candidatures spontanées qu'on reçoit.
Et donc pour nous, elles sont nombreuses, donc c'est encourageant, il faut qu'on continue comme ça. On aura l'occasion de reparler la formation. Guillaume Gibaud, vous êtes arrivé avec ce vent start-up dans l'univers des manufactures textiles de France. Vous avez aussi redonné ces lettres de noblesse à la couture, dans les usines, en faisant des vidéos, en partant en reportage, parce que déjà, il y avait un pari qui était culotté, c'est le cas de le dire, rendre le slip sexy et glamour et français et de relancer, mais c'était pas juste cette marque et le produit, c'était montrer qui sont derrière. Moi, je pense qu'on a peut-être été les premiers à faire des Facebook Live dans les usines, et c'est vrai que moi, il y a un truc qui me plaît beaucoup, c'est que quand on fait des Facebook Live dans les visites d'usines, on voit que les gens qui travaillent à l'usine, en fait, ils mettent des commentaires, ils disent trop cool d'être venus nous voir, et là, on se dit que ça fait vraiment du sens, et ça remet du lien, et ça remet le produit en avant, et le travail en avant, donc c'est super chouette. Et après, peut-être plus largement sur cette question de start-up, effectivement, on vient de là, et ça a été un super levier pour grandir vite. Aujourd'hui, moi, je pense qu'il faut vraiment deux choses importantes. Il faut des entreprises hyper engagées, transparentes et qui sont capables d'avoir des vraies convictions, parce que la fabrication française, c'est un vrai choix qui se mesure dans votre capacité à faire de la marge, dans tous les combats que vous allez porter au quotidien. Enfin, c'est beaucoup de contraintes qu'on choisit d'adresser, mais aujourd'hui, c'est des entreprises qui font ce choix-là, et je pense qu'il y a une vraie modernité dans les boîtes, toutes celles ici, et puis peut-être que tous les gens ici vont monter, de se dire en fait, on va aller chercher une mission, une raison d'être qui n'est pas juste de gagner de l'argent en fait. Et ça, je pense que c'est un thème qui est hyper porteur, et c'est, je crois, ce qu'on partage, en tout cas les jeunes générations partagent, avec toute la complexité que ça amène. Ça, c'est le premier truc, vraiment d'avoir des entreprises et des entrepreneurs hyper convaincus. Et le deuxième, c'est de faire ça par de l'innovation, de se dire, en fait, l'usine, elle peut plus rester comme elle a été dans les années 70. Dans le textile, le métier aujourd'hui n'a pas beaucoup changé, hein, et je pense que justement, avec des innovations, on en reparlera peut-être après, sur le coton recyclé, sur d'autres types de machines qu'on peut avoir dans le bonnet, dans la chaussette, d'arriver à faire mieux pour arriver à rapatrier du volume, et redonner du sens et de la visibilité long terme à ces métiers. Madame la ministre, comment on travaille justement pour redorer le blason de l'industrie aujourd'hui, redonner aussi envie aux jeunes d'aller travailler dans une usine, de s'investir dans l'industrie? C'est vrai que, et Thomas le disait sur l'exemple des cuisiniers, mais pendant très longtemps à l'école, c'était un peu la menace du professeur de dire attention, si tu es mauvais, tu vas aller en technique. C'était la punition. Alors, plein de choses. D'abord, c'est effectivement ouvrir les usines et donner à voir et nourrir l'imaginaire des jeunes sur ce qu'est l'industrie. Et lorsque vous montrez le produit fini et le process de fabrication, en règle générale, vous changez la vision qu'on a sur l'industrie, parce que c'est magique, il y a des machines magiques. Soit c'est le côté machine, l'avion, le paquebot, etc. Soit c'est la finesse du produit lorsqu'on est sur le textile. Donc ça fonctionne très bien. On a fait le French Fab Tour avec BPI France, 60 étapes dans des villes moyennes où on tenait à voir ce qu'était l'industrie de manière ludique. On a fait une tournée d'été où on a accueilli près de 480 000 visiteurs. 480 000 visiteurs à la sortie des plages ou des moments un peu de détente pendant l'été. Et ça a extrêmement bien marché. On fait une semaine de l'industrie, on va la refaire cette année. Mais l'année dernière, on a doublé le nombre de visiteurs pour la semaine de l'industrie. 800 000 visiteurs. Et donc j'espère que chacun, vous allez ouvrir... C'est même pas une option, quoi. Vos usines pendant la semaine de l'industrie. On essaye de valoriser tout ce qui est apprentissage et formation professionnelle pour que ce soit des gens qui viennent par passion et pas des gens qui viennent par défaut. Et notamment, on a lancé des campus de formation professionnelle d'excellence avec Jean-Michel Blanquer. Et puis, on travaille aussi à changer le regard des professeurs et des parents sur l'industrie. C'est d'abord, vous avez aujourd'hui, dans le cadre de la réforme du bac, 54 heures d'orientation obligatoire, parce que en fait, les enfants, il faut qu'ils réfléchissent à ce qu'ils veulent faire et qu'ils sortent des seuls métiers qu'ils connaissent, qui sont en gros ceux de leur environnement familial et amical. Si vous avez personne dans votre famille qui connaît l'industrie, l'image que vous allez avoir va être forcément de l'ordre du préjugé, et c'est pas Germinal de Zola qui va aider. Donc, pour changer ce regard-là, il faut activer les stages de troisième, avoir des professeurs que l'on envoie se promener dans les industries, discuter librement avec des industriels et faire venir des industriels et des industriels parce qu'il faut aussi que les femmes aillent plus vers l'industrie, et on a énormément de rôle modèles femmes qui s'éclatent dans l'industrie. Il faut qu'elles viennent dans les écoles expliquer ce qu'elles font, et là vous allez changer le regard et augmenter le nombre de personnes qui vont s'intéresser à ces métiers. Puis dernier point, il faut changer notre manière de recruter.
L'idée de recruter quelqu'un qui a 10 ans de connaissance du secteur, 5 ans de connaissance du métier et qui habite à 5 km du site de production, ça n'existe plus. Donc aujourd'hui, il faut s'autoriser à aller chercher des gens qui n'ont rien à voir avec le sujet. Moi, j'ai des histoires de coiffeuses qui sont devenues opératrices industrielles, de personnes qui gardaient les enfants, qui sont devenues spécialistes de la maintenance industrielle à la faveur d'une formation, d'une mobilité géographique. Et ça, Pôle emploi est en train de l'organiser, mais c'est aussi aux entrepreneurs de se dire que, au fond, ce qui compte, c'est d'avoir quelqu'un qui aime le produit, qui aime le process et qui a envie de se lever le matin pour se battre pour l'entreprise. Et le reste, c'est une technicalité et ça s'apprend. Thomas, vous vouliez réagir? Oui, juste, j'ai entendu le mot opératrice et c'est un mot qui m'hérisse les oreilles, pardon Agnès. C'est le témoignage de la vision qu'on a de l'industrie, c'est-à-dire qu'avant, on appelait un ouvrier. Et ouvrier, derrière le mot ouvrier, il y a le mot ouvrage, il y a le mot œuvre. Et on l'a remplacé petit à petit, et on le laisse le remplacer petit à petit par le mot opérateur, opératrice. Et en fait, on le fait tous. Et en fait, ça, pour moi, c'est grave parce que opérateur, c'est l'opération, c'est 0 ou 1, c'est le robot, c'est le travail à la chaîne. Donc en fait, ça passe même par les mots. Notre capacité à redorer le blason de l'industrie, c'est à remplacer de nouveau le mot opérateur et pour rappeler des ouvriers, parce que c'est beau le mot ouvrier. Voilà. Tu as raison. Et il faut aussi rappeler, et c'est un chiffre de l'association Entreprise et Découverte, un Français sur 3, durant ses congés, pousse les portes d'un atelier, que ce soit un artisan, que ce soit une plus grosse usine. C'est très important. Donc, allez voir aussi les usines, allez voir les savoir-faire. Gabriel Colletti, vous vouliez réagir sur cette question? Je voulais réagir parce que je crois que la question de l'image est une question qui est absolument centrale. La question de l'accessibilité dont il faudrait que l'on parle me paraît aussi l'acceptation de l'entreprise, hein, de ce qu'elle est. Mais je crois que ceci passe aussi par une autre vision, c'est le travail. Le travail est trop souvent représenté, considéré comme étant un coût qu'il faut réduire à tout prix. Alors je comprends hein, qu'effectivement, il faut faire attention au coût d'exploitation d'une entreprise, mais aussi longtemps qu'on aura une image dégradée du travail, un coût qu'il faut réduire, je pense qu'on n'avancera pas. Pour avancer, il faut reconnaître les compétences de ceux qui travaillent. Quand on parle d'innovation, en fait, qui innove? Ce sont les gens qui travaillent, qui ne sont pas les machines qui innovent toutes seules. Donc la reconnaissance des compétences de ceux qui travaillent, la reconnaissance de leurs qualifications, la reconnaissance de ce qu'ils apportent à l'entreprise me paraît absolument centrale. Et de ce point de vue-là, je crois que la loi Pacte fait quelques petits pas dans le bon sens. Ce qui veut dire que voilà, il faut arrêter d'aller toujours chercher une compétitivité sur notre main-d'œuvre et plutôt la chercher ailleurs. C'est ça que vous voulez dire? Il faut chercher une compétitivité par l'innovation, par la qualité des produits. Et j'aimerais beaucoup aussi que l'on parle dans la table ronde, mais je sais qu'on va le faire, de transition écologique. On en parlera juste après, parce que voilà, je voudrais revenir d'abord sur la formation, mais si vous voulez ajouter un mot. Non, mais je pense que c'est moins le coût du travail tel qu'il est que la valeur du produit. Il faut donner la valeur au produit dans sa dimension immatérielle, dans sa dimension écologique, parce qu'on passe souvent à côté et donc on importe de plus en plus de produits à moindre valeur écologique, ce qui est une catastrophe. On augmente nos émissions de CO2 alors que notre industrie a diminué de 40% ses émissions de CO2. C'est dingo, donc c'est pas acceptable. Et puis c'est également redonner la valeur de la durée. C'est-à-dire qu'on doit passer d'une consommation de masse à une consommation de qualité. Et là, on peut redonner du prix au produit. Un t-shirt qui dure 5 ans, il peut valoir 20 €. Un t-shirt qui dure 1 mois, s'il dépasse 5 €, c'est juste pas possible. Je voudrais juste revenir rapidement sur la formation. Laurent Colas, vous avez un lab. Thomas, vous avez au sein de 1083 l'école du jean. Vous avez également des Creative Labs. On a un sondage Tudigo pour le MIF Expo sur qui aide les entrepreneurs. 1000 entrepreneurs ont répondu à ce sondage. On voit qu'arrivent en tête les labels et qu'à 16% seulement arrive l'État. On voit qu'aujourd'hui, ce sont les entreprises qui ont finalement pris le problème à bras-le-corps pour la formation. Vous représentez le gouvernement. Comment l'État peut aider davantage sur ces questions? Je rappelle que le label EPV, c'est l'État qui le donne. Hein. C'est tout juste à fait. Mais il y a tous les labels. Mais il y a tous les labels, il n'y a pas uniquement le EPV dedans. Et que le respect des labels, c'est la DGCCRF qui le garantit, la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, qui aide justement à faire le ménage entre les labels qui sont des jolies opérations marketing, et il y en a beaucoup, et les labels qui sont fondés sur des véritables audits
tests et qui permettent de qualifier la qualité d'un produit. Tout à fait. Comment l'État aide les entreprises? Vous avez d'abord toute l'action de BPI France. Et moi, j'ai quand même beaucoup entendu d'entrepreneurs aujourd'hui qui me disent heureusement qu'il y a BPI France aujourd'hui pour accompagner en financement, pour accompagner en garantie et pour accompagner en fonds propres. Vous avez aussi tout le travail qui est fait sur les territoires d'industrie, donc au plus près du territoire en mettant toutes les parties prenantes autour de la table, Pôle emploi, pour tout ce qui est transition écologique énergétique, l'ADEME qui a beaucoup de crédits, pour tout ce qui est accompagnement à l'international et à l'export, Business France. Donc beaucoup d'opérateurs de l'État, les collectivités locales et les entrepreneurs, et c'est ça qui est nouveau, pour trouver ensemble des solutions très pragmatiques, c'est-à-dire comment je fais venir des cadres dans des villes moyennes qui paraissent pas si attractives que ça. Bah, si c'est possible, il faut penser logement, il faut penser éducation des enfants, il faut penser double emploi, c'est-à-dire monsieur, madame. Comment je monte des projets d'innovation, on partage les équipements. Vous parliez de l'usine du futur, du 4.0. Souvent, les PME n'ont pas les moyens de se payer ces matériels-là. Et puis, avant d'investir, elles veulent quand même être sûres que c'est fait pour leur process de production. Donc là, partager les frais, se mettre ensemble, tester des solutions. Et après, chacun peut finalement réfléchir à investir où se dire qu'on peut partager la machine. Voilà, c'est des projets très concrets qu'on développe. Et puis, il y a tout le travail qu'on fait par filière. On a 18 contrats stratégiques de filière. Et derrière ça, c'est pareil. C'est des projets d'innovation, on partage la charge. Des projets où on regarde les problèmes de compétences et de formation et on essaye de travailler ensemble à faire en sorte de former plus de personnes dans les compétences qui nous manquent. Et puis tout le travail que nous faisons, et moi je fais un appel un peu à tout le monde, à tous les entrepreneurs, pour moderniser notre appareil productif et utiliser à fond les technologies qui sont aujourd'hui disponibles, les cobots, les robots, les machines à fabrication additive, les machines à commande numérique. On finance des diagnostics numériques et on donne un suramortissement fiscal pour aider les entrepreneurs à passer le cap. Il est temps de taper à la porte de l'État et des régions pour ce faire. Très bien, on va passer à un point sur lequel vous êtes tous, et de toute façon on est tous concernés par ce point, c'est sur la transition écologique. Gabriel Collettis, vous dites que finalement une des solutions pour un emploi plus fort et qui recrute, c'est de s'inscrire totalement dans cette transition écologique. Je pense que la compétitivité d'aujourd'hui et encore plus la compétitivité de demain, ça sera une compétitivité écologique. C'est-à-dire que les entreprises ne doivent pas considérer la transition écologique comme étant une contrainte ou signifiant davantage de coûts ou encore le respect de réglementations tatillonnes. En réalité, elles doivent mettre l'écologie au cœur de leur stratégie de compétitivité. Et parmi les économistes, on travaille sur les nouveaux modèles économiques qui permettent aujourd'hui de considérer l'écologie comme étant l'axe autour duquel l'entreprise va construire sa stratégie de compétitivité. Et juste un point peut-être, sans trop développer. Je pense que la question, comme vous l'avez dit, de la durabilité des produits est une question absolument centrale. On a beaucoup parlé de recyclage. Je crois que le recyclage, c'est bien. Il n'y a pas de doute. Mais le coût énergétique du recyclage est souvent très élevé. Et plutôt que de recycler un produit que l'on jette un peu trop rapidement, il vaut mieux au contraire concevoir des produits durables, c'est-à-dire réparables, réutilisables, partageables. Laurent Collas, c'est totalement la planche à Hainaut. Sur le produit durable, vous êtes garanti à vie ? Alors c'est vrai que nous les industriels, on est sensibilisés énormément à cette question-là, mais on la découvre un peu avec cette tendance qui est lourde. Et moi j'ai la chance de fabriquer des produits métallurgiques et je constate qu'un produit métallurgique, il est indéfiniment recyclable. C'est déjà un point intéressant. Et d'ailleurs la meilleure preuve d'un produit recyclable, c'est que vous vendez les déchets que vous avez. Donc les produits métallurgiques, je les vends. Donc quand vous vendez, c'est que quelqu'un les réutilise et donc on les réexploite. Et c'est intéressant, il faut le redire, parce qu'on oublie tout ça, parce qu'on est tous entourés d'objets en plastique. Mais l'objet métallique est recyclable. Alors, je ne connais pas bien la recyclabilité du produit textile, mais déjà, pour la métallurgie, c'est ça qui est intéressant. Et c'est vrai qu'au-delà de la recyclabilité, notre engagement, et on a cette réputation parce qu'on est des fabricants d'instruments de cuisson pour des bateaux, et le marin, il est content, quand il arrive au port, de pouvoir réparer sa gazinière. Et on a une bonne réputation, je crois, dans ce domaine. Et on essaye de maintenant promouvoir cette action-là. Et d'ailleurs, au sein du bureau Origine France Garantie, j'essaye de dire,
finalement, le Made in France, c'est puissant, ça parle, mais maintenant, il faut qu'on parle durabilité. Et la durabilité, c'est la capacité d'avoir un service après-vente indéfiniment répondant. Et c'est vrai que c'est difficile, quand on est fabricant de produits neufs, de mettre sur son carton « ce produit est réparable ». Et maintenant, on prend le risque, cette année, on va dire, voilà, vous pouvez réparer aussi longtemps que nous vivons, vous pourrez réparer ce produit. Et je crois que les gens maintenant, parce que c'est vrai que sur un plan marketing, mais les as du marketing pourront peut-être mieux témoigner que moi, mais sur un plan marketing, on ne peut pas dire ce produit est réparable. On n'a pas envie de dire ça. Et pourtant, on va le dire parce que c'est vrai, parce que nos produits sont constitués de produits démontables et donc on peut tout réparer aussi longtemps que nos fournisseurs existent et que nous existons. Donc c'est un enjeu, c'est un engagement qui est formidable. La durabilité, alors c'est peut-être un peu moins vrai pour un slip et pour un jean, mais sait-on jamais, peut-être un slip à garantie à vie. Alors nous, nos ateliers de couture, nos planchas sont garantis à vie. Et donc voilà, donc on joue aussi cette carte-là. Parce qu'on a des ateliers de couture maintenant aussi au slip français pour réparer un slip. Ouais, on fait des ateliers de réparation de produits. On fait réparer des produits hautes, pas forcément que les produits à sous-vêtements. Mais sur cette question de transition écologique, moi je pense qu'il y a un peu ce que je disais tout à l'heure, il y a un vrai nouveau modèle d'entreprise à créer en fait. Je pense que dans les 30 ou 50 dernières années, on a maximisé la valeur financière sans se poser la question de la valeur sociétale et de la valeur environnementale. Moi, il y a un documentaire que j'aime bien sur Netflix qui s'appelle The True Cost, je ne sais pas si tout le monde l'a vu, sur le textile, qui montre qu'en fait, on a fait beaucoup de marge, on a gagné beaucoup d'argent, on a fait grandir nos boîtes sans forcément se poser la question de quel était l'impact économique et environnemental. Donc du coup, aujourd'hui, l'entreprise à mission, et je pense que Thomas, je le vois, il est prêt à bondir derrière moi, une entreprise qui est capable de prendre à bras-le-corps ces sujets-là et de se poser ces questions en transparence et de les expliquer, je pense que c'est des modèles d'avenir. Déjà parce qu'on n'a plus tellement de choix, la tendance est lourde, et en plus parce qu'on a envie de le faire et qu'on a envie de le porter, que ça fait du sens. On cherche tout du sens dans nos métiers, donc je pense que c'est une vraie bonne réponse. Et là-dessus, moi je vois plusieurs choses. Le premier truc, c'est d'acheter moins pour acheter mieux, et là on a tous une responsabilité, parce que c'est un peu facile de taper sur les grosses boîtes tout le monde, mais en fait aujourd'hui on a tous les outils, la transparence avec des Yuka et d'autres applications qui existent pour savoir ce qu'on achète, et derrière effectivement de vraiment innover pour mettre en place des vraies filières de circularité, de fabriquer localement, puisque ça a un impact écologique évidemment bien meilleur de fabriquer des produits ici localement plutôt que de faire des produits qui viennent de l'autre bout du monde, et de se poser la question dans notre métier, et là je fais la passe à l'ami Thomas, mais des fibres qu'on utilise, ce coton qui aujourd'hui pousse pas en France, qu'est-ce qu'on peut imaginer comme alternative, et de se poser les questions à tous les endroits de la chaîne. Et il y a différentes réponses. Je porte des Veja que j'imagine tout le monde connaît, qui est aussi une réponse de durabilité qui n'est pas forcément made in France à toutes les étapes, ou en tout cas pas forcément. Patagonia, qui est un méga exemple de boîte américaine. En tout cas, je trouve qu'il y a un vrai nouveau modèle d'entreprise à créer qui va prendre toutes ces questions à bras-le-corps. Et je trouve que l'époque est assez enthousiasmante de ce point de vue-là, et pour les boîtes comme nous qui démarrent et qui ont les moyens de le faire. Parce que Thomas, c'est vrai, vous, l'entreprise plus vertueuse, c'est compliqué à trouver. En plus, on a souvent, enfin on le dit, l'industrie textile est la plus polluante, mais alors vous êtes vraiment le contre-exemple. On essaye, on y travaille. C'est inscrit dans nos statuts depuis le début. Dans nos statuts, on a une mission qui est d'amener chacun à produire et consommer dans l'économie circulaire. Et donc tout ce que l'on fait, c'est au service de ça. Alors maintenant, grâce à la loi Pacte, on peut s'auto-déclarer entreprise à mission. Donc on a un cadre pour être encore plus légitime. Mais grâce à cet état d'esprit-là, en fait, on a abouti sur 2 projets d'innovation. Le premier, c'est un modèle qui s'appelle le Jean Infini, qui est un jean 100% recyclé, qui est fabriqué à partir de bouteilles plastiques et de déchets de pêche. On transforme un fil, on teint, on tisse, on confectionne en France. Ce jean, on vous le vend avec une consigne, parce qu'il est monomatière. En fait, il est éco-conçu de telle sorte à ce qu'en fin de vie, il devienne la matière première à 100% de jean neuf. Et donc, grâce à ça, grâce à la consigne, on va récupérer vos jeans et du coup refaire un jean neuf à partir de votre jean vieux. Donc ça, c'est une première mondiale. Et le deuxième projet qu'on fait avec le slip français, c'est un projet qui s'appelle Mon Coton, et en fait, qui vise à devenir tous ensemble producteurs de coton, pas en plantant des champs de coton et en remplaçant nos champs de maïs et de carottes par des champs de coton, mais en devenant producteurs grâce au recyclage, c'est-à-dire qu'on est tous d'énormes producteurs de coton, et l'idée c'est d'apprendre à extraire le coton de nos vieux vêtements, c'est-à-dire de les défaire mécaniquement, de détisser, de défiler des vieux jeans et des vieilles chaussettes pour refaire du fil, refaire des vêtements avec. Et donc c'est de la R&D qu'on a mis en place depuis quelques mois et qu'on va concrétiser prochainement avec le slip français, donc toujours avec cet esprit de collaboration. Pascal Torquetil, vous, la transition écologique, elle s'inscrit à la fois dans vos process de fabrication, mais également dans les solutions et dans les produits que vous proposez. Oui, je crois qu'aujourd'hui, ne pas avoir une démarche écologique, c'est une profonde erreur. C'est une obligation aujourd'hui que d'être environnemental, écologique, développement durable. On parlait tout à l'heure des profils de ceux qui nous rejoignent, du sens
que peut avoir notre entreprise, s'il n'y a pas le degré écologique aujourd'hui, on ne sera pas dans l'air du temps. Alors c'est assez simple pour nous quelque part parce que ça fait 60 ans qu'on le fait. Pendant 60 ans, on a travaillé sur l'efficacité énergétique des bâtiments à travers du chauffage, de la ventilation. Et aujourd'hui, la notion environnementale, elle est parfaitement incluse dans nos équipements, mais également dans nos usines. On parlait tout à l'heure de durabilité, on parle d'éco-conception, de recyclabilité quand même. C'est-à-dire que nous, on doit s'engager à ce que nos équipements, qui durent 30, 40, voire 50 ans, ils continuent à fonctionner. Ça fait partie de nos engagements, ça fait partie de notre réputation. C'est encore pour ça qu'on est encore ici autour de la table. Le deuxième intérêt, c'est les équipements. Les équipements aujourd'hui qu'on fabrique, ils sont de plus en plus environnementaux. Je prends 2 exemples concrets. On a développé une nouvelle marque aujourd'hui qui s'appelle Muller Intuitive. Ça pilote les équipements que nous fabriquons d'une façon intelligente. Pourquoi les piloter? Pour pouvoir moins consommer, et si on consomme moins, évidemment, on pollue moins. Un deuxième aspect que je peux développer, c'est des solutions de chauffe-eau ou de pompe à chaleur. Aujourd'hui, il y a des gaz qui sont extrêmement polluants dans l'environnement, souvent qui viennent de produits asiatiques, pour ne pas les citer. Nous, on a développé des gaz réfrigérants non polluants. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous achetez une pompe à chaleur, un chauffe-eau, tels que nous les développons, ils sont 0 émission. Tout ça, ce sont des points qui sont retenus maintenant par la filière traditionnelle du bâtiment, mais également par l'éco-citoyen qui se renseigne, qui regarde ce qui se passe sur les sites internet. Donc grâce également au digital, au numérique, aux réseaux sociaux, l'empreinte environnementale, ce que l'on dit sur l'écologie, tout le monde peut vérifier. Le fait de fabriquer en France, c'est également démontrer que ce que l'on dit, c'est vrai. On ne rentre pas dans l'effet gadgets, on n'est pas en train de faire de l'information ou de l'intox, on peut le confirmer, on peut le conforter, on peut le prouver. Ça, c'est important également dans la crédibilité que nous tous, autour de la table, on peut avoir. C'est aussi pour ça qu'on intervient aujourd'hui, c'est être crédible dans la démarche qu'on engage au sein de l'Origine France Garantie et de la production française. Alors vous ne vous trompez pas, on est bien sur une conférence sur l'impact du Made in France sur l'emploi et pas sur la transition écologique, mais il faut vraiment comprendre que plus l'industrie va s'inscrire dans cette transition écologique et plus l'emploi sera conforté et sera fort dans ce domaine industriel. L'autre point aussi, l'autre solution sur l'emploi de manière générale, c'est l'ancrage territorial, Gabriel Collettis. Alors, l'ancrage territorial, je pense que c'est une garantie d'emploi qui est très forte. Mais encore faut-il s'entendre ce qu'on entend par ancrage territorial. Merci. Ancrage territorial, c'est bien sûr, ça peut être des zones d'activité où on fait venir des entreprises parce qu'on va leur proposer un foncier qui est meilleur marché ou des bâtiments, des infrastructures. Mais je crois que le véritable ancrage territorial ne se joue pas là-dessus. Je pense que le véritable ancrage territorial se joue fondamentalement sur le fait que les entreprises aujourd'hui ne peuvent pas prétendre disposer en interne de l'ensemble des compétences dont elles ont besoin pour concevoir et produire des biens complexes. Ce qui veut dire qu'elles ont besoin de compétences complémentaires dans leur environnement. Alors ces compétences, elles peuvent aller les chercher très loin, mais elles peuvent aussi les trouver très près. Et lorsqu'elles arrivent à constituer autour d'elles ce que l'on pourrait appeler des écosystèmes économiques, eh bien là on a une garantie d'ancrage qui est extrêmement forte. La meilleure, je viens de Toulouse, donc la garantie d'ancrage, mais il n'y a jamais de garantie définitive d'ancrage d'Airbus, ne va pas se jouer sur les terrains, sur les subventions, sur des choses de ce type-là, mais sur le fait que dans le bassin toulousain, il y a des écoles d'ingénieurs, il y a des lieux de formation de la main-d'œuvre, il y a des entreprises qui sont extrêmement compétentes dans tous les domaines de l'aéronautique, et ça, je crois que c'est le véritable ancrage. Et évidemment, quand on produit localement, alors l'empreinte écologique est par définition beaucoup plus faible. Pascal Torquetil, chez Groupe Muller, l'ancrage territorial, il est total, hein. Absolument, on est dans 3 grandes régions, donc les Hauts-de-France, les Pays de la Loire, le Grand Est. On fait travailler une filière industrielle depuis maintenant 60 ans. On a des fournisseurs. Aujourd'hui, on est vraiment Origine France Garantie. 90% de tous nos équipements proviennent de fournisseurs qui sont territorialement implantés à côté de chez nous. Donc on va travailler avec eux sur l'élaboration de nos équipements, de nos produits, radiateurs, pompes à chaleur, chauffe-eau, etc. Mais on va travailler également en termes d'innovation. C'est-à-dire qu'on va travailler avec d'autres ETI, des startups, des fournisseurs de composants, pour les réunir autour de nous dans ces fameux Creative Labs, pour créer de l'émancipation et tourner notre solution vers l'open innovation.
comment créer ensemble les solutions de demain en faisant travailler la filière autour de nous. Et ça, c'est quelque chose de très important. On a également des associations avec les écoles d'ingénieurs. On reçoit énormément de stagiaires, alors, pour les émanciper à l'industrie également, et pour également associer les nouvelles générations à ce que pourrait être la créativité, l'innovation de demain. Donc localement, on se doit également de recevoir, également de pouvoir pitcher à droite et à gauche pour expliquer tout le bien qu'on pense de nos équipements de demain. Ça passe aussi par les emplois indirects derrière. Madame la ministre, peut-être un mot sur cet ancrage territorial et puis ce cercle vertueux qui se met en place. Quand on passe une commande dans une entreprise, dans une certaine région, elle va faire appel à d'autres services autour. En fait, on est capable de mesurer l'industrie. Un emploi créé dans l'industrie, c'est 3, 4, parfois même 5 emplois indirects, non seulement liés à toute la chaîne de sous-traitance, mais également créés par la richesse créée sur le territoire. C'est-à-dire que quand vous avez un site, vous avez souvent un café, une boulangerie et plein d'autres services qui vont trouver matière à s'installer. Et c'est tout l'enjeu, en fait, de réindustrialiser la France et de repartir dans cette reconquête industrielle. Lorsqu'on fait le parallèle entre la disparition des 1 million d'emplois et ce qui s'est passé l'année dernière, le mouvement social que nous avons connu, c'est quand même difficile de ne pas faire le parallèle. C'est-à-dire que la désindustrialisation, elle a créé des déséquilibres profonds sur les territoires et elle a créé des territoires qui se sont retrouvés abandonnés avec des hauts taux de chômage et des perspectives extrêmement limitées. Et ça, c'est insupportable. Et lorsque vous remettez de l'emploi, vous réimplantez de l'emploi industriel, vous vous apercevez que vous redonnez de l'essence au moteur ou de l'électricité au moteur électrique, je ne sais plus ce qu'il faut dire, mais en tout cas vous refaites démarrer l'économie. Donc il y a un vrai avant-après. Ce que les services ne peuvent pas faire, parce que les services sont quand même liés à la présence de la population, et donc assez naturellement ils vont se concentrer dans les agglomérations, puisque c'est là où vous allez trouver le plus de personnes pour pouvoir servir. C'est pas complètement vrai dans les territoires ruraux, mais c'est plus difficile d'avoir une approche de service, d'implanter des services dans les territoires ruraux, parce que le maillage est beaucoup plus lâche. Donc il faut faire venir des gens et il faut faire venir des activités industrielles. Thomas, vous n'étiez pas, dès le début et en toute transparence, temps de micro, capable de produire toutes vos commandes, et vous avez fait aussi appel à d'autres manufactures pour produire. Nous, on croit beaucoup à la diversification. En fait, ne pas avoir ses œufs dans le même panier, ça permet vraiment de créer les conditions pour durer. Donc ça veut dire commercialement qu'on distribue bien sûr sur Internet à 50%, mais à 50% en magasin, notamment nos 5 magasins à nous. Et en production, ça veut dire qu'on sait tout faire. Donc filature, tissage, coupe, confection, délavage laser. Nous savons faire tous ces métiers puisque nous les faisons. Mais en plus de les faire, nous les faisons faire aussi à des sous-traitants. Grâce à ça, si on a des hausses de production ou si on a au contraire des baisses, et ben en fait on s'entraide les uns les autres et on est passé comme ça de clients de nos sous-traitants à confrères de nos sous-traitants. Donc on s'est entraidés dans le sens où eux nous ont aidés à nous former sur leur métier et nous on les a aidés en termes de communication à se faire connaître pour développer eux aussi la diversification, c'est-à-dire qu'ils ne soient pas nos seuls sous-traitants. Guillaume Gibaud, Slip Français, c'est beaucoup d'emplois indirects, 220, on le disait tout à l'heure, mais c'est aussi des carnets de commandes qui sont remplis dans des manufactures où quelquefois vous êtes même le plus gros partenaire. C'est ça aussi, parce que vous ne fabriquez pas directement, vous faites appel à d'autres manufactures. Il est là aussi l'emploi indirect et le soutien sur l'emploi indirect. Bah, c'est certain, et je pense que c'est assez enthousiasmant aussi de se dire qu'ici, il y en a plein qui vont peut-être monter leur boîte. Aujourd'hui, il y a des usines comme Le Mailleux avec qui on travaille dans le Nord, par exemple. On va représenter entre 30 et 40% de leur chiffre d'affaires. Il y a 6 ans, ils ne nous connaissaient pas. Donc quand vous rencontrez un client qui arrive en disant je vais être distribué juste sur Internet, au début ça fait un peu flipper, mais on prend le pari, on essaye et puis au final ça devient vos clients les plus importants. Donc aujourd'hui nous, parmi les 27 ateliers avec qui on travaille, il y en a beaucoup chez qui on présente 30, 40 et parfois le sujet de monter plus, 50, 60 qui peut devenir un autre sujet, mais en tout cas c'est sûr que ça a un impact très fort. Et nous, de l'autre côté aussi, côté distribution, on essaie d'avoir un ancrage aussi important. On a une vraie contrainte en France de fabriquer plus cher, donc on essaie de vendre le plus en direct possible. Donc par notre site web et par nos 22 boutiques un peu partout en France, mais on garde 10% de la distribution qui est faite par des revendeurs. Donc on a 120 clients revendeurs en France, des concept stores multimarques un peu partout et qui font un vrai ancrage local et qui participent de cette économie, je pense pas encore forcément circulaire parfaitement, mais en tout cas vraiment ancré territorialement, c'est dur à dire, où tout le monde participe d'un projet concret et où les gens connaissent les usines et on sait d'où vient le produit. Et je pense que c'est vertueux pour tout le monde et je pense que c'est important d'avoir, même si on utilise des moyens modernes, d'avoir toujours un ancrage fort territorial pour expliquer, raconter le produit et la marque.
Madame la ministre, on a l'exemple là de deux jeunes dans l'aventure de l'entrepreneuriat et par l'âge également, qui se sont lancés dans l'aventure du produire en France, du Made in France, qui ont lancé une tendance en créant des marques et qui derrière ont rempli des carnets de commandes dans des manufactures qui quelquefois n'allaient pas très bien, faut le dire, et qui ont vraiment relancé. Et on a également des manufactures sur le salon de chaussettes qui disent mais merci à ces jeunes entrepreneurs qui lancent des marques. C'est aussi ça la solution dans l'emploi derrière, c'est de redonner un petit peu de patriotisme économique. C'est de devenir consommateur, c'est-à-dire que chacun s'empare de son mode de consommation et considère que c'est un des moyens de changer le monde. Et je crois que cette responsabilité-là, elle est à la fois très importante et puis elle est passionnante parce que c'est très intéressant de regarder comment sont fabriqués les produits, quelles sont leurs origines et au fond, d'imprimer sa marque en tant que consommateur en disant ça je veux pas. C'est un acte politique très fort. Et je pense que c'est un acte politique qu'on doit développer et sur lequel il faut faire de la pédagogie parce qu'il y a aussi beaucoup de préjugés aujourd'hui sur ça c'est bien, ça c'est pas bien, sur l'écologie, sur la nature des produits. Vous disiez par exemple recyclable, faut faire attention, il y a des petites capsules qui sont recyclables indéfiniment, mais quand vous réfléchissez de café, vous voyez à quoi je fais référence, mais quand vous réfléchissez aux produits, en fait c'est absurde en termes écologiques. Vous prenez du café en grains, voilà, et ça ne fait pas d'impact sur la planète. Donc la recyclabilité ou le biosourcé n'est pas forcément le mot qui fonctionne. Il faut avoir une bonne compréhension de ces filières. Donc c'est un acte politique de consommer, c'est à nous de nous en emparer et d'une certaine façon la transition écologique et énergétique c'est pas une option parce que c'est pas les États qui vont transformer les choses. Nous, on va accompagner, on va aller chercher des normes, on va essayer de faire en sorte que la concurrence soit équitable et qu'on raconte pas n'importe quoi sur la transition écologique et on va accompagner et financer. Et on le fait de manière majeure aujourd'hui. Je pense qu'aucun gouvernement, je le redis, n'a jamais fait autant pour la transition écologique et énergétique. Mais c'est aussi le poids de l'urgence, hein, faut pas se mentir. Mais de l'autre côté, c'est aux consommateurs aujourd'hui. Les salariés qui ne viendront pas dans des entreprises qui ne font pas la transition écologique énergétique, les clients et également tout l'écosystème qui refuseront de travailler avec des entreprises qui ne jouent pas leur rôle. Donc le risque réputationnel à ne pas rentrer dans ces démarches-là est majeur. C'est une question de pérennité des entreprises. Très bien, merci. Juste avant de passer aux questions-réponses avec la salle, est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose, Laurent Colas ? Je me dirais sur l'ancrage territorial, ce qui est très important, on en a déjà parlé, c'est le côté éducatif. Ce qui est très important pour nous, et notamment pour l'emploi, c'est effectivement d'arriver à convaincre les grands acteurs de l'éducation nationale de s'intéresser à la question de l'industrie. Et moi, je fais partie du bureau de la métallurgie des Deux-Sèvres. Donc la métallurgie, c'est une grande organisation industrielle française. Et dans les Deux-Sèvres, on essaye de beaucoup, au moment de la semaine de l'industrie, de promouvoir les métiers industriels avec les professeurs des écoles. Ça reste encore une difficulté et j'appelle effectivement le gouvernement à essayer de convaincre un peu plus les acteurs de l'éducation nationale à nous ouvrir leurs portes et on leur ouvre nos portes mais qu'ils nous ouvrent aussi un peu les portes. Par exemple, moi j'ai pas le droit d'aller m'exprimer devant le lycée technique de ma ville pour essayer de convaincre des jeunes de rejoindre nos bureaux d'études, de rejoindre nos postes futurs de techniciens. On n'a pas le droit de s'exprimer où ils nous laissent pas rentrer et nous exprimer devant les élèves alors qu'on leur propose des contrats d'apprentissage. Donc l'ancrage territorial, c'est aussi les passerelles qu'on va être capable de faire avec nos futurs salariés qui sont pour l'instant dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées. On appelle vraiment ça de tous nos voeux. Et l'autre truc qui est très important, qu'on a bien su faire dans l'industrie il y a de nombreuses années, c'est la solidarité entre les industriels, parce qu'au fond, on fait des produits complètement différents, mais on a des métiers très similaires. Et donc quand un industriel va mal, je l'ai fait plusieurs fois pour un industriel du nord de mon département qui allait mal, et on lui a pris quelques salariés avec un engagement de les restituer en fin de mission, mais c'est-à-dire que quand quelqu'un va mal, il est content de confier un peu ses salariés pour quelques mois et ensuite on les leur reconfie. Et cette solidarité interindustrielle, elle n'est pas du tout accompagnée par des gouvernements ou ce genre de système. Il faut absolument avoir quelque chose qui nous pousse plutôt que de soit déposer le bilan tout seul dans son coin alors que quelqu'un aurait pu aider, soit avoir des difficultés à recruter alors qu'il y a des gens qui sont prêts à être... Ouais, voilà, c'est aussi cette capillarité d'emploi
qui rejoint un peu ce modèle de voilà Cercle vertueux. de cercle vertueux, voilà. Madame la ministre, vous vouliez réagir? Non, mais il y a un levier aussi pour les jeunes, c'est proposer des stages de troisième et pas qu'aux enfants du personnel. Parce que par construction, les enfants du personnel, ils connaissent l'entreprise, ils en entendent parler tous les soirs au repas. En revanche, ceux qui sont dans les quartiers politiques de la ville, ceux qui sont enfants de professeurs par exemple ou d'autres métiers ne connaissent pas l'industrie et ça aussi c'est important. Nous on a mis à disposition une plateforme où on enregistre tous les stages de troisième justement pour permettre à des enfants de famille qui n'ont pas de réseau d'avoir beaucoup plus de choix et de projection personnelle et professionnelle. Et c'est important. Et la deuxième chose, c'est que ces stages de troisième, ça ne doit pas être juste à côté de la machine à café, ça doit être organisé. Et là aussi, on sait tous que dans l'industrie, un stage de troisième, c'est compliqué parce qu'on n'a pas le droit de toucher à la machine. Mais rien que regarder, passer du temps, se faire expliquer, aller à la maintenance au bureau, des méthodes, etc., on voit quand même des choses fortes. Et je pense que c'est comme ça qu'on crée des vocations. C'est aussi une responsabilité collective parce qu'on revient à ce qu'on disait en début de conférence, le travail sur l'image de l'usine et donner aussi envie aux jeunes de pousser les portes d'une usine. Gabriel Colletti, vous vouliez ajouter un mot? Juste un mot pour dire que je pense que puisqu'on parle d'éducation, on parle d'image, je pense qu'il faudrait réformer profondément les livres d'économie aussi, parce que ce que l'on lit trop souvent dans les livres d'économie, c'est la fameuse fable du secteur primaire, du secteur secondaire, du secteur tertiaire. Et on nous dit une économie moderne, c'est une économie où nécessairement la part de l'agriculture et de l'industrie doit baisser et l'avenir réside dans les services. Je pense que ce sont de mauvaises catégories et les liens aujourd'hui entre industrie et services sont extrêmement importants. Oui. Vous voulez réagir? Il y a une réforme des livres d'économie, justement. Et pour revenir d'ailleurs sur l'image de l'industrie, c'est intéressant de savoir que jusqu'à 2017, dans les éléments d'évaluation des recteurs il y avait et des proviseurs, il y avait la proportion de jeunes qui restaient dans l'enseignement général. Et on a supprimé ça justement pour dire, mais attendez, l'enseignement professionnel, c'est pas un échec. Bien au contraire, et il faut changer le regard qu'on a eu pendant 20 ans sur l'enseignement professionnel. Petit clin d'œil, mais nous, le SLIF français, on est cette année dans un des livres de seconde au niveau national sur les sciences économiques et sociales. Donc voilà, on est illustré. Avec Thomas. Pascal Torchetti, vous vouliez ajouter un mot? On va passer juste après aux questions-réponses, donc on va faire court. Merci. Oui, je profite du micro parce que la salle est pleine aujourd'hui. Et le salon, c'est un vrai succès. Ça fait la 5e année. 70 000 visiteurs attendus. Donc c'est un vrai succès. Donc ça fait plaisir. On entend la salle, le salon qui vibre. Donc moi je profite du fait qu'on soit tous ensemble. Il y a beaucoup d'entrepreneurs, je pense, autour de la table aujourd'hui dans la salle. Ayons confiance. Il faut avoir confiance. Il faut être optimiste. Il faut aller vers l'industrie. Ce sont des métiers très positifs. Il y a plein d'initiatives actuellement qui se déroulent en faveur de l'entrepreneuriat, de l'industrie. Par exemple, Let's Go France qui a été organisé. Il y a des labels, on a parlé d'EPV tout à l'heure, mais également le label Origine France Garantie. Il y a plein de démarches. Il y a eu des démarches pour la French Fab, la French Tech. Soyons positifs, allons de l'avant, essayons rejoignez-nous dans cette démarche où on veut promouvoir les métiers de demain, écologie, environnement, objets connectés, textiles, savoir-faire français et international. La France a un atout incroyable vers l'international. Donc ça aussi, il faut savoir en parler. On peut être fier d'être français et il faut savoir le dire aussi à l'international. Merci beaucoup. On va finir sur cette note pleine d'optimisme avant de passer aux questions-réponses des devants. Alors, on a 10 minutes, donc on va devoir faire assez court. Ça fonctionne. Non? Alors, je crois que sinon, on a un autre micro. Merci Thomas. Oui, bonjour. Oui, donc moi je m'appelle Nicolas Meillan, je suis conseiller scientifique à France Stratégie. Si on prend le textile, il y a eu 90% des emplois qui ont été détruits ces 30 dernières années, 500 000 à 50 000. Le Made in France, c'est 0,5% du chiffre d'affaires, un produit sur 500. Comment est-ce qu'on va passer de 0,2% à 2% x 10 à 100%, à 20% x 100? Et est-ce que avec les règles actuelles du commerce mondial, où la tendance est de baisser toutes les frontières avec les traités, avec le Canada, avec les traités, avec le Japon, est-ce que c'est comme ça qu'on va réussir à protéger l'industrie française? Et quelles normes
on pourrait mettre en place au niveau européen, social et environnemental pour faire ce x100? Moi, je vais pas répondre sur la question de la norme, parce que je pense que le boulot, il est un peu des deux côtés. Il est chez les consommateurs et chez les marques. Les consommateurs, aujourd'hui, on le sait, acheter moins, acheter mieux. On le sait que les gens sont allés fabriquer de plus en plus loin sans trop se poser la question. Donc, nous tous, on le sait tous sur le textile, tout le monde le sait ici. Donc, chacun est responsable de regarder l'étiquette et de choisir les marques où il achète. Donc, il y a ce côté-là. Et aujourd'hui, ça appelle la deuxième partie de l'histoire. C'est que c'est à nous, marques, d'arriver à proposer des produits au meilleur prix possible, à un super niveau de qualité et de faire rêver, d'avoir des marques qui inspirent, qui ne sont pas juste militantes et de dire si vous achetez chez H&M c'est naze et vous êtes des gros nazes, mais de dire voilà, on a un super produit, on a une super démarche, en plus on s'impose des contraintes et on fait les choses bien. Donc oui, c'est tout petit, mais voilà, impossible n'est pas français. À nous d'avoir les produits qui plaisent et qui attirent les gens. Il y a des grands champions français du luxe. Voilà, à nous de s'inspirer de ça pour le faire sur d'autres typologies de marché. Et je pense que on est peut-être les premiers, mais je vois pas comment le sens de l'histoire pourrait aller autrement du côté de l'envie des consommateurs et de la capacité des marques à le faire. Maintenant, il y a peut-être un sujet norme qui est moins ma tasse de thé, mais ça commence par ce que vous disiez, hein, soyons consommateurs. Voilà, soyons consommateurs. Puis la deuxième chose, puisque vous parliez des barrières douanières qui baissent toujours, moi, c'est pas ce que j'observe en ce moment sur le marché international. Hein. Je crois qu'il y a des tensions commerciales assez majeures qui sont en train d'émerger et je suis pas sûre que le sens de l'histoire aille dans le sens d'un affaiblissement. Lorsqu'on passe un traité de libre-échange avec le Japon, on ne va pas être envahi par le textile japonais. Il ne faut pas non plus allumer des craintes qui ne sont pas réelles. Je pense aussi au traité de libre-échange avec la Corée du Sud. On peut poser la question... en fait, il ne faut jamais perdre de vue une chose, c'est que le libre-échange, il existe. Le traité de libre-échange organise le libre-échange et souvent le régule avec des reconnaissances, par exemple, de labels, d'indications géographiques protégées. L'IGP, c'est pour l'alimentaire, l'IG, c'est pour les autres produits. Il y en a 8 aujourd'hui. Donc c'est plutôt dans un sens d'organisation de la production mondiale. Le t-shirt Made in China, vous l'achetez aujourd'hui et c'est le consommateur qui l'achète. Vous n'avez pas de traité de libre-échange avec la Chine. C'est pas vrai. Donc je pense qu'il ne faut pas se tromper de combat. En revanche, il y a un vrai enjeu, et je vous rejoins complètement, sur la transition écologique et énergétique, c'est la concurrence déloyale de certains pays qui arrivent en surcapacitaire, mais des prix qui sont du dumping. Et ça, les règles du commerce international, théoriquement, l'interdit. Simplement, pour le faire respecter, c'est quand même pas complètement évident. Et deuxièmement, ces produits ont une empreinte environnementale et sociale qui est, comparée à nos produits à nous, très discutable. C'est ce qu'on appelle en économie les externalités négatives. Et on serait tout à fait fondé, ce que nous faisons au niveau européen, à dire, à minima, l'empreinte CO2 qui est peut-être celle qu'on approchera le plus rapidement sur des productions un peu basiques, hein, l'acier, l'aluminium, avant de faire le textile, il va falloir s'accrocher aussi, mais au moins ces produits-là, de dire une tonne d'acier qui génère 10 fois plus de tonnes de CO2 produites en Chine versus une tonne d'acier produit en France, il faut rééquilibrer et incorporer dans le prix du CO2. Et là, on commencera effectivement à être sous l'angle de la concurrence loyale. Donc moi, ma recommandation, c'est effectivement de rentrer par le champ de la concurrence loyale. Quelle est la vraie valeur du produit? Quels sont les coûts cachés qu'on remet dedans? Et d'avoir une approche Union européenne groupée, ce qui n'est pas évident. Je vois réagir. Ce n'est pas évident et vous avez raison par rapport à d'autres grandes plaques. Mais je pense que la concurrence, le commerce mondial va plutôt dans un sens de repli et de tension sur des grandes plaques géographique. Thomas, très court. Très court, c'est vrai que ça fait un peu peur dit comme ça, mais nous on s'est lancé pour vendre 100 jeans il y a 6 ans. On a dépassé les 100 000 jeans depuis. On a créé 150 emplois. Pas une seconde on imaginait se développer autant. Donc le marché, comme le dit Guillaume, il aspire tout et il doit nous rendre confiants. Le deuxième point, pour abonder dans ce que vous dites, sur les normes, là où l'Europe a un peu desservi parfois le textile européen, c'est qu'on impose à nos industriels français et européens des normes qui sont très bien parce qu'elles nous protègent toutes en tant que consommateurs. Par contre, ces normes-là, on ne les impose pas aux produits manufacturés qui rentrent chez nous. Et donc, du coup, ça crée une déloyauté qu'il faudra réussir à traiter avec nos voisins. J'imagine que ce n'est pas simple, mais qui rehaussera un petit peu le coût de fabrication de nos voisins et qui fera du bien à la planète. Gabriel Collettis, très court.
je repasse à mon Ils voisin l'auront très court encore aussi. plus court. Non, je suis bien d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. Je pense que la question de la qualité des produits, je pense que la question de la transition écologique, je pense que ce sont absolument des questions centrales. Il faut donc sortir absolument de la notion de j'achète au moins 10 ans. Et ça s'adresse aussi bien aux consommateurs qu'aux acheteurs publics. C'est-à-dire qu'il faut réfléchir les marchés publics, il faut réfléchir le code des marchés publics, il faut réfléchir le droit de la concurrence et ne pas les laisser en l'état. Alors, sur les marchés publics. Vous me tendez une perche énorme parce que précisément, moi je suis en train de travailler sur les cahiers des charges publics pour qu'il y ait systématiquement une clause sociale et une clause environnementale. La clause sociale, c'est une part réservée à des publics en insertion. Donc on dit, lorsque vous avez une prestation par exemple de nettoyage, 15% c'est des publics qui sont en insertion dans l'emploi, et chômeurs éloignés de l'emploi, personnes handicapées, etc., jeunes sans formation aucune. Et la clause environnementale, c'est justement une notion d'empreinte écologique. Le fait de le mettre systématiquement, ça veut dire que lorsque une personne publique passe le marché, elle peut s'écarter de ces clauses. C'est le cahier des charges administratives particulières, mais elle est obligée de se poser la question. Parce que c'est encodé que si elle ne se pose pas la question, elle a une clause sociale, elle a une clause environnementale. Voilà une façon de responsabiliser l'acheteur public. Et effectivement, je suis d'accord, l'acheteur doit non seulement être responsable, mais surtout, il doit considérer que son achat est stratégique. Il peut structurer des filières. Et c'est tout l'enjeu. Nous, dans le textile, on commande des uniformes, beaucoup d'uniformes. Et on réfléchit. Laurent, une réaction avant la dernière question. Je partage ce qui a été dit. L'enjeu, c'est le consommateur. C'est lui qu'il faut qu'on arrive à convaincre. Et les labels nous y aident. Nous, on est labellisé Entreprise du patrimoine vivant. Alors, on ne revient pas sur ce label, mais intéressez-vous à ce label, ceux qui ne le connaissent pas. Et Origine France Garantie. Et je peux vous dire que c'est un vrai déclic de vendre des produits. Alors ça coûte plus cher, donc ils sont vendus plus cher en distribution. Mais quand vous avez ces deux labels, quand vous pouvez communiquer dessus, tout de suite, vous emportez l'adhésion. Je crois que la grande cause qui nous porte en ce moment, on n'en a pas parlé, c'est les agriculteurs français qui souffrent. Et je pense qu'on peut avoir aussi une pensée pour eux. Et je pense que cette cause de préserver nos agricultures, elle nous touche, nous, maintenant, dans l'industrie, parce que les gens, ils se disent, on va quand même pas aller acheter des tomates de l'autre bout de la planète, ça n'a pas de sens. Et de la même façon, les gens se disent, ça n'a pas de sens d'acheter des produits qui sont fabriqués ailleurs. Voilà, donc je pense qu'on a quand même de belles années devant nous pour convaincre le consommateur d'acheter au plus près. Et on est au plus près de vous, quoi. Quand on fabrique des produits fabriqués en France, voilà, on est au plus près des Français et on va les convaincre. Moi, j'y crois. J'y crois à fond. Ouais. On le rappelle. Une dernière question très rapide. Oui, là. Ah là. Il y a plein de questions. On n'aura vraiment pas le temps de faire toutes parce qu'on va devoir libérer la salle juste après. Il y a d'autres conférences. Bonjour. Je suis Gilles Attaf de la marque Smuggler, Origine France Garantie. On est la dernière marque de costumes à fabriquer encore en France. Moi, j'ai une question pour la ministre qui me semble essentielle. C'est qu'effectivement, Thomas et Guillaume tout à l'heure parlaient du changement de consommation, de la prise de conscience des consommateurs sur le Made in France. Ça fait que de plus en plus, on a envie d'acheter mieux, effectivement, des produits de meilleure qualité qui durent plus longtemps, comme des planches à henno d'ailleurs. Mais moi, ce que je ne comprends pas aujourd'hui, c'est quelle politique vous pensez mettre en place pour aider les industriels. Parce qu'il y a des filières qui ont été complètement démantelées. Nous, on est la dernière usine de fabrication de costumes en France. C'est quand même dramatique. Voilà, on est la dernière. On a une usine qui s'appelle France Confection à Limoges. On essaye de la muter vers l'innovation, vers l'usine du futur. Et aujourd'hui, on est en train de se heurter à tout un tas de problèmes pour monter un projet alors qu'on a effectivement un carnet de commandes qui se remplit, un savoir-faire, on a de l'innovation, on a Microsoft qui veut nous aider. Et à côté de ça, on sent que les politiques, ils suivent pas ce projet. Alors effectivement, il y a une demande de plus en plus de consommateurs, on va consommer de plus en plus français, mais il faut produire. Comment on produit aujourd'hui en France si on n'est pas aidé par les politiques? On va laisser, voilà ma question. Alors, d'abord, on accompagne énormément d'entreprises. Je pense que vous mentionnez aussi le cas des entreprises en difficulté. Ce qu'il faut avoir en tête dans les entreprises en difficulté, c'est que on sauve l'État. L'État, par son intervention, sauve 9 entreprises sur 10 et 3/4 des emplois. Ça, c'est la première chose. Après, effectivement, il y a donc le 1 sur 10 et les 25% qui sont à la fois, pour nous, des moments difficiles, mais il faut aussi se dire qu'on est
dans une compétition, et que l'enjeu aussi, c'est d'avoir les meilleurs patrons, les meilleurs produits, c'est-à-dire on ne peut pas tuer complètement la compétition, sinon on tombe dans une forme d'interventionnisme qui poserait problème. En termes d'accompagnement des entreprises industrielles, lorsqu'on regarde les efforts qu'on a déployés sur l'innovation, on est au-delà de 6 milliards d'euros déployés de financement de l'innovation, et tout azimut, parce que le crédit impôt recherche, c'est tout azimut. On ne regarde pas si c'est du textile, du satellite, etc. On se refuse à avoir une vue technologique. Plus l'innovation que l'on finance au travers du programme d'investissement d'avenir, où là, on a une vue technologique en disant telle innovation, on veut l'accompagner, telle autre. On est sur, là aussi, des centaines de millions d'euros supplémentaires. Lorsqu'on regarde, je le disais, sur le numérique, pour les PME, on supporte les diagnostics numériques, le suramortissement, etc. Donc il y a un vrai travail qui est fait. Il y a souvent des parents pauvres qui sont les entreprises de taille intermédiaire parce qu'elles sont trop grosses pour bénéficier d'un certain nombre de dispositifs d'aide pour des raisons de loi communautaire, sur lesquels je ne jette pas la pierre, parce que si mes camarades belges, allemands, luxembourgeois et italiens subventionnaient à mort leurs entreprises de taille intermédiaire, je serais embêtée. Donc c'est aussi ça ce qu'il y a derrière. Simplement, c'est des angles morts. Et les grandes entreprises savent toujours plutôt bien s'organiser. On les reins solides pour organiser leur production. Donc c'est vrai que les entreprises de taille intermédiaire, on a essayé d'ouvrir certains dispositifs. Je pense notamment aux accélérateurs BPE. Ça, c'est ouvert aux entreprises de taille intermédiaire. Les accompagnements numériques aussi. Et là, on fait des petits pas de côté par rapport à ce que nous propose l'Union européenne, parce qu'on pense que c'est important et que c'est une façon de transformer nos industries. Mais attention, là, on a des industries qui réussissent autour de la table. Il y a aussi des transformations majeures que vont connaître un certain nombre de secteurs. Je pense à l'automobile. Ça ne va pas être rose tous les jours l'année prochaine, pour commencer par cette année. Et notre job, c'est de faire en sorte d'accompagner ces transformations, d'accepter qu'il y ait des blessés, d'accepter qu'il y ait des morts, mais surtout de faire en sorte qu'on ait une industrie plus puissante, plus écologique, plus environnementale et donc plus durable. Et plus durable. Merci beaucoup. On va devoir libérer la salle, mais les intervenants vont pouvoir rester et vous allez pouvoir échanger avec certains des intervenants. Merci à tous. On peut applaudir Gabriel Colettis, professeur d'économie à l'Université de Toulouse 1 Capitole et président de l'association Manifeste pour l'Industrie. Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État. Laurent Colas, Planchaino, Pascal Torquetil, Groupe Muller, Thomas Huriez, 1083, Guillaume Gibaud, le slip français.